Bonjour à tous, nous sommes le 16 janvier en France à l'heure où j'enregistre. Nous allons étudier le classement de 21 heures de ce Vendée Globe 2020. Avec au menu du jour, un retour sur les derniers jours, je n'ai pas publié hier, manque de temps. Et puis surtout, nous intéresser à différentes batailles qui ont lieu. Il y en a plusieurs qui sont très intéressantes. Une qui s'est ouverte à ce niveau-là dans la 17-18e place, 18-19e place, pardon, et même 20e avec Kojiro Shiraishi qui semble être reparti vers le nord, comme eux. Versus ceux qui sont de cette partie-là, avec Medalia qui a pris une option très nord. Enfin, nous allons regarder aussi Armel Tripon et voir si les prédictions par rapport à sa potentielle 10e place ou bataille pour la 10e place va encore avoir lieu. En bref, oui, les modèles météo n'ont pas trop changé à ce niveau-là ici. Et puis, en tête, il s'est passé beaucoup de choses. Si les bateaux sont en train de converger, sont presque convergés sur une ligne un peu à la Caleleu, et ont tous touché des vents plus soutenus qu'il y a des jours précédents, ils sont maintenant dans les alizés. Et la prochaine étape difficile à franchir, c'est le poteau noir, qui devrait être plus facile qu'à l'aller. C'est Yannick Bestaven qui est le grand perdant de cette remontée de l'Atlantique Sud. Il était 450 000 d'avance à un moment dans la remontée de l'Atlantique Sud et le voilà maintenant en 6e position à 125 000 derrière le premier. C'est assez exceptionnel à ce niveau-là. Ceci dit, on n'a jamais vu aussi un Vendée Globe avec autant de bateaux aussi serrés à cette étape de la route. Nous avons très clairement, à mon avis, tous ces bateaux ici candidats à la victoire ou en tout cas aux places de podium. Ça va être difficile pour Damien Séguin de gagner. Un podium, c'est possible. Les jours qui viennent vont être un peu difficiles pour lui vu qu'il n'a pas un bateau foiler et que les conditions météo vont être favorisées les foilers. Donc on va regarder un petit peu, est-ce que Yannick Bestaven, avec son crédit de 10 heures pour essayé de sauver Kevin Escoffier, participer à son sauvetage, lui suffisent pour se placer en tête, ou en tout cas dans la bataille avec la tête. Et puis regardez aussi Yaswicam, Jean Lecam, qui a été crédité de 16 heures lui, qui a pris un peu de retrait et qui avait des réparations à faire. C'est pour ça, je pense principalement qu'il a perdu un peu de temps par rapport notamment à Damien Séguin. Il était devant à la fin du sud et il a tout d'un coup décroché et était nettement plus lent. On soulignera vraiment la performance de Boris Herrmann, parce que Boris Herrmann a toujours été dans le groupe de tête, mais plutôt 8e que 3e. Je pense que c'est sa meilleure position sur tout le Vendée Globe. Et eh bien, il a un bateau qui semble assez performant et qui est très bien placé. C'est un candidat au podium, voire à la victoire. C'est assez extraordinaire, je trouve. De même que Louis Burton, qui est un bateau de l'ancienne génération. Donc, on va voir tout ça. Pour les premiers, en tout cas pour Apivia et le groupe entre Apivia et Maître Coq, comment est-ce que le passage du poteau noir va se passer a priori? En tout cas, est-ce qu'il va être très difficile ou est-ce qu'il va être plutôt rapide? Donc on va répondre à ça en premier. Donc pour le moment, ils sont dans les Tradewinds, les alizés, pardon, et ils vont remonter pour passer un poteau noir. Alors je ne sais pas s'ils vont passer le poteau noir aussi à l'est, je vais en discuter juste après, mais une chose est sûre, ça s'annonce plutôt rapide et plutôt pas trop gênant. Alors ceci dit, j'ai lu aussi l'information que c'était le cas, c'est ce que me donnent les modèles ici, mais quand on regarde les satellites au niveau nuages, etc., ce que font les navigateurs, c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on voit là. Mais a priori, c'est certainement plus facile qu'à l'aller, ce qui est attendu, avec des écarts qui resteront assez stables. En distance, ils vont bientôt se réduire parce que les vitesses des bateaux vont réduire, mais en termes d'heures, ça va être assez constant. Et ensuite, ils vont remonter au vent un petit peu dans des alizés qui ne sont pas portants dans cette direction-là et qui vont les amener vers le nord. Alors, pour l'arrivée vers le Vendée Globe et pour la route vers le Vendée Globe, mon routage ne m'amène pas, j'ai pas les grippes sur 15 jours, moi personnellement, mais ceci dit, la route qui devrait être prise n'est pas celle qui est calculée ici, mais probablement celle qui amène ici, comme ceci. Et donc le passage du poteau noir ne devrait pas être exactement là où est marquée la route optimale, tout simplement parce que comme vous pouvez le voir en ce moment, c'est l'hiver dans l'hémisphère nord, je pense que ça caille pas mal en France, j'ai appris, il fait plus froid que chez moi, c'est assez incroyable. Eh bien on peut voir qu'il y a un train de dépression qui passe, qui circule, et qu'on peut en venir les prendre en venant très à l'ouest en fait, pour éviter bien sûr l'anticyclone des Açores qui est quand même présent. Et donc venir par ici pour ensuite se faire pousser très fort par des vents portants, ça me semble être la route qui va être prise probablement par les bateaux à venir. Mais donc en termes de différence ici entre Apivia et Maître Coq, qu'il y a 6 positions ici, on peut regarder vite fait et ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
7h30, 8h, et puis il y a 10 heures d'avance de crédité pour Yannick Bestaven. Donc en ce moment, sur le routage prédit, en ce moment et pour le routage prédit, Yannick Bestaven est encore vainqueur du Vendée Globe. Ceci dit, Apivia est tout à fait potentiel vainqueur quand même, parce que ça se joue au coude à coude, et qu'en plus c'est pas un avantage pour Maître Coq d'être 100 000 en arrière, parce qu'il pourrait se retrouver avec des conditions un peu différentes, notamment au moment de prendre les dépressions dans le nord. Pour le moment, c'est encore loin, et pour le moment, le but, c'est pour les marins de franchir ce poteau noir le mieux possible. C'est à la limite le dernier endroit où les bateaux peuvent se faire encalminer. Pour ce qui est de Jean Le Cam, qui a été crédité de 16 heures, il est dans un bateau donc non foiler, il est en arrière et quand même assez loin maintenant. Et sa dernière vraiment grosse opportunité de faire des milles sur les foilers, c'est le passage du poteau noir. A priori, il ne devrait pas y avoir une énorme différence de passage. Avec un passage un peu plus à l'ouest prévu, mais encore une fois, je vais montrer qu'a priori les autres bateaux vont passer plus à l'ouest que ce qui est indiqué ici pour s'aligner vers la suite. C'est à voir, sachant que se passer plus à l'est n'est pas trop gênant parce que ça veut dire rallonger un peu, mais après prendre les alizés dans cette direction-là avec un meilleur angle. Donc refaire un peu plus de, ça vaut la peine de faire un détour pour si on trouve un passage pour le poteau noir qui soit favorable, qui est plus rapide. Ensuite, c'est la grande remontée, sachant que dans les jours qui viennent jusqu'au poteau noir, les conditions vont favoriser ceux qui sont foilers. Hein. Donc je m'attendrai à ce que l'écart peut-être grandisse un peu pour Jean Le Cam. J'ai regardé l'écart entre Jean Le Cam et Apivia sur la fin de mon routage, et c'est plutôt 24 heures, ce qui est donc un peu plus grand que les 16 heures dans lesquelles ils sont crédités. Ceci dit, 4 heures de différence, c'est pas énorme, mais c'est pas impossible que le poteau noir redistribue un peu les cartes. Donc c'est pour ça en fait que aujourd'hui, il y avait un article publié par Yvan Bourgnon qui disait que nous avons 9 bateaux candidats au podium. Et ça, c'est tout à fait vrai. Il est tout à fait possible que Jean Le Cam, et même potentiellement une victoire pour Jean Le Cam, ce qui serait quand même extraordinaire. Je pense que ça va être difficile encore, hein. Mais pas impossible. Une des choses que je n'ai pas mentionné, c'est le fait que sur ces bateaux de tête qui sont candidats au moins au podium et peut-être à la victoire, les bateaux ne sont pas à 100% de leur potentiel. Nous savons que Thomas Ruyant a un foil tronqué, qui est celui sur lequel il s'occupe, il l'utilise aujourd'hui. Louis Burton enchaîne les réparations tout le long. Et Apivia a aussi un foil abîmé. Bon, on pourrait continuer comme ça. Jean Le Cam a fait des réparations significatives sur ses voiles il n'y a pas longtemps. Certains bateaux n'ont pas certaines voiles, il leur manque, ils n'ont pas réparé. Donc, ça peut jouer aussi sur les polaires prédits que j'ai. J'utilise des polaires à 100%, comme si le bateau était tout neuf et sortait du chantier. Forcément, c'est peut-être pas exactement ce qui va se passer et il peut y avoir des surprises par rapport aux vitesses relatives. Je me demande si le fait que Boris Herrmann a si bien remonté récemment et le fait qu'il ait beaucoup temporisé dans la mer du Sud ne sont pas expliqués par le fait que les bateaux de vent sont pas à 100% et que lui l'est. Ça serait intéressant. En tout cas, lui, il dit qu'il est à 100%. Pour ce qui est de la bataille de la 10e place, une mise à jour, je m'intéressais à savoir si le passage de cet anticyclone, qui est donc difficile, hein, on peut se laisser encalminer longtemps, se passait comme prévu. Alors du point de vue de Armel Tripon, il va bientôt en sortir, et pour Clarisse Kramer, ça ne sera pas beaucoup plus long. Et pour Romain Athanasio, c'est bientôt. Il fait encore une bonne vitesse, même si on le voit, la cartographie de Vendée Globe n'est pas très précise. Hein. En termes de coloration, c'est un petit peu simple. Mais il va y rentrer, il va passer. Donc ce sont des vitesses ici qui sont extrêmement faibles. Hein. On voit sur 24 heures, Armel Tripon avance à 4 nœuds. Bon, c'est pas terrible. Mais il va faire bonne route bientôt. Les conditions météo n'ont pas beaucoup changé par rapport aux prévisions. Et donc, d'il y a 2 jours, par exemple. Et donc, on peut voir que VNB Mayenne est ici et l'Occitane est ici. L'Occitane va prendre ses alizés beaucoup plus tôt que ceux qui étaient plus à l'est et en tête, en fait. Plus à l'ouest, pardon, et en tête. Et donc, il va être favorisé, surtout par rapport à VNB Mayenne, qui, Maxime Sorel, s'est retrouvé encalminé pendant plus longtemps. Et donc, la forte accélération d'Armel Tripon va lui permettre de réduire son écart, comme on avait prévu il y a 2 jours maintenant, et le réduire à environ 12 heures, dans des conditions qui vont favoriser son bateau. Le passage du poteau noir, encore une fois, sera un peu délicat, mais ensuite, ce sera aussi un certain avantage pour lui. Les alizés vont favoriser quand même son foiler, qui, avec une route plus à l'est, a priori, lui permettra, par rapport à VNB Mayenne, d'avoir un meilleur angle, probablement de foiler s'il a un bateau qui est en bon état.
Même si c'est un peu au près, on est capable de faire du foiler. J'ai lu un article comme quoi ils étaient capables de foiler jusqu'à 60 degrés. Oh, j'ai pas la polaire, pardon. Mais ils sont capables de foiler jusqu'à 60 degrés du vent réel, ce qui est quand même un bon plein. Et ce qui devrait être l'allure qu'il faudrait rencontrer dans l'Atlantique Nord, en tout cas dans les Alizés. Donc on l'a vu, la bataille, Armel Tripon a une chance de reprendre la 10e place. Pour Clarisse Kremer, ce sera plus difficile étant donné qu'elle a un bateau similaire à celui de Maxime Sorel. Quand on regarde à l'arrière, il y a 3 événements importants, donc enfin, je dirais 2 vraiment batailles en même temps qui ont lieu. Medalia est partie sur la route nord qu'on avait vue il y a quelques jours. On va faire une petite mise à jour dessus et regarder un peu le passage de l'anticyclone pour Charal, sachant que Pipard se bat de manière un peu héroïque plutôt contre ces bateaux-là qui sont plus récents qu'elle, contrairement à Charal qui lui est un bateau au flambant neuf, enfin en tout cas de dernière génération. Et par contre, on voit que la route exceptionnellement ouest de Didac Costa et Stéphane Di Raison, on va essayer de l'expliquer un petit peu. Je voulais faire l'analyse hier, je ne l'ai pas fait. C'est très intéressant et on n'a pas vu encore au Vendée Globe, en tout cas cette année, une route aussi extrême à l'ouest comme ça le long des côtes. C'est plutôt risqué. Et donc pourquoi est-ce que ces navires ont pris cette option-là? Donc j'ai routé ici Charal avec un bateau de dernière génération et Medalia avec un vieux bateau de 20 ans. La polaire que j'ai pour Medalia, pour Pipard, n'est pas extrêmement précise parce que c'est un très vieux bateau de 20 ans qui a été boosté beaucoup. Donc bon, je fais par expérience parce que je l'ai routé quand même plusieurs fois, mais malgré tout je ne suis pas aussi précis que d'autres bateaux. Ceci dit, sa route ressemble beaucoup à ce que on avait routé il y a 2 jours, je suis assez content de ça. On peut voir que la route optimale la mène à tirer des bords, peut-être qu'elle virera un peu moins souvent, mais grosso modo à remonter au vent, et en passant juste à l'arrière de cette forte dépression pour éviter les vents les plus mauvais et les plus intenses auprès, ça serait assez dangereux pour son bateau, surtout à cette étape de la course. Et donc elle va passer juste derrière, et puis ensuite prendre un bord qui l'amène plus à l'est parce que ça va lui permettre d'avoir un bon angle, sachant que lorsque la dépression avance, l'angle du vent tourne vers depuis l'ouest et donc va l'amener avec un très bon angle et devrait la permettre d'accélérer. Pendant ce temps, je ne l'ai pas regardé montrer, mais au moment où Medalia va remonter dans des vents plutôt soutenus, comme on peut le voir juste là, Charal et le groupe La Fabrique et la Micaline, qui sont les bateaux vraiment sur lesquels elle se bat, vont entrer dans cette zone anticyclonique et donc vont faire une route beaucoup plus lente. Ce qui est donc bien l'idée pour Pipard de prendre cette option-là. Et par contre, pour le moment, il semblerait que les bateaux de tête puissent faire un bon bord et remonter très auprès serré dans cette dépression, à l'avant de cette dépression, et échapper à ce vent le plus fort. Ça va dépendre aussi parce que je m'attendrai à ce que ces 2 bateaux-là soient plus lents que Charal et pourront se retrouver quand même pas mal plus en arrière et donc dans des conditions plus difficiles. C'est à voir. Mais ce qui est très intéressant, c'est de voir que ensuite il y a une deuxième dépression qui explique aussi, encore une fois, l'option de médaille pardon. Il y a une deuxième dépression qui vient et qui apporte des vents beaucoup plus orientée sud-ouest ici. Elle est plus étalée, elle ne prend pas tout à fait le même angle que l'autre dépression. Et c'est intéressant parce que il serait possible, a priori, pour Pipard, de non pas revenir couper très proche et revenir directement vers l'est pour retrouver ces autres bateaux-là, mais remonter directement vers le nord, ici, et faire route plus directe. Alors, à plus long terme, la route optimale indique que ça ne vaut pas la peine, et parce qu'il y a un anticyclone qui se crée, qui est immense ici, en suivant les dépressions, et donc il faudrait peut-être repartir de l'autre côté. Ceci dit, passer d'un endroit à l'autre comme ça, c'est assez difficile et assez osé, sachant qu'en plus, il faut contourner cette nouvelle anticyclone. Et plus on est à long terme, et moins c'est très précis ces zones-là, il semble quand même que l'option très à l'ouest, le long des côtes ici, semble possible. Et justement, on vient de parler de cette dépression, deuxième dépression, qui vient prendre Pipard par derrière pour la pousser par ses vents portants. Et c'est en fait pour cette raison que ces bateaux-là sont partis ici. On va le voir tout de suite. Donc je suis désolé de ne pas avoir fait la mise à jour. Il y a 2 jours, je voulais faire le routage de eux, mais je ne l'ai pas fait, j'avais pas le temps. Et hier non plus. Mais on voit que cette route-là, en fait, vient prendre cette dépression qui est la fameuse dépression qui amène des vents portants à Pipard, dont on vient de parler, et qui va les emmener... pardon, attendez, je suis un peu trop en avance, voilà. Ils sont ici en ce moment, c'est cette dépression-là dont on parle, ils sont au vent portant et vont prendre et faire un... Alors là, c'est la question, la grande question est-ce qu'ils vont prendre cette route-là très au nord et très à l'ouest, ou est-ce qu'au contraire, ils vont tourner directement pour repartir complètement de l'autre côté?
Je vais être honnête avec vous, je pense que mon routage ici et la route optimale calculée tient compte des événements dans 8 jours, dans une zone qui est très difficile à prédire. Elle les amène complètement de l'autre côté, c'est-à-dire au milieu de l'Atlantique. Je m'attendrai au contraire à ce qu'ils prennent la route à plus court terme sûr, c'est-à-dire à remonter poussé par ces vents très forts, une bonne dépression bien creuse, qui va les amener très vite vers le nord. Alors ils vont se retrouver un petit peu bloqués ensuite, c'est-à-dire que il va falloir quand même qu'ils fassent une route vers l'est. Mais ceci dit, on peut voir que les écarts avec Pip R se sont nettement réduits déjà, et qu'en fait, il se retrouve dans le même système que Medallia. Et ça, c'est pas une bonne nouvelle pour la navigatrice, parce qu'une fois qu'on se retrouve dans le même système météo, c'est en général le bateau le plus rapide qui gagne, le plus récent souvent. Alors, elle a démontré qu'elle était capable de s'en sortir et de doubler grâce à de très bonnes navigations. Malgré tout, c'est aussi le jeu pour ces deux bateaux pour tenter de rattraper ceux qui sont devant. Pour ce qui est de Kojiro, je pense qu'il a changé d'option un peu tard. Hein. Il a décidé de ne pas passer comme eux. Et maintenant, il a changé d'avis. Parce qu'il est clair qu'il ne peut pas passer devant cette dépression-là. Il se retrouve avec des vents contraires. Donc, il va le prendre par derrière. Et donc, pour le moment, condamné à rester derrière eux. Il a un bateau plus récent, mais avec des voiles un peu réparées. Donc, je ne l'ai pas routé. Je pense qu'il va faire la suite. Ça va être intéressant de savoir si en position 17-18 ils vont remonter là, ici vers le nord ou refranchir de l'autre côté pour prendre cette dépression pendant très longtemps. Je m'attendrai à ce qu'ils prennent une route un petit peu intermédiaire. Excusez-moi, mon logiciel m'embête. Je m'attendrai à ce qu'ils prennent une route plutôt dans cette direction-là, comme ceci, pour profiter de cette dépression-là sans nécessairement repasser de l'autre option de l'autre côté. Et espérer que la météo change un petit peu de ce côté-là, ce qui sera le cas de toute manière. C'est une zone extrêmement compliquée. Donc voilà, ça me semblait très intéressant en ce moment. Nous allons suivre les événements et puis bientôt on pourra avoir une idée de comment va se passer l'atterrissage au Sable d'Olonne. Sur ce, je vous souhaite bon vent et bonne mer et à demain.